Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve pour ce chapitre 4 sur les fonctions affines. Alors, comme vous voyez, il y a écrit fonction de référence 1, ce qui veut dire qu'on va faire plusieurs chapitres sur les fonctions de référence, il va y avoir plusieurs fonctions de référence à apprendre. Les fonctions affines sont les premières fonctions de référence que vous avez à connaître, et on en verra d'autres tout au long de l'année. Donc, en théorie, vous savez déjà ce que c'est qu'une fonction affine, vous avez déjà appris ça au collège. On va quand même revoir la définition très rapidement de ce que c'est qu'une fonction affine. Et on va aller plus loin dans l'étude de la fonction affine. Notamment, nous, ce qui va nous intéresser, c'est toute la partie représentation graphique d'une fonction affine. Et évidemment, tout ce qui concerne le sens de variation d'une fonction affine. On avait déjà vu en cours le cas général, le sens de variation. Qu'est-ce que c'est que les variations d'une fonction? On avait fait des tableaux de variation. Donc on va voir ce qui se passe dans le cas particulier des fonctions affines. Et en particulier, on va s'en servir pour résoudre ce qu'on appelle une inéquation. Donc on a vu comment résoudre une équation, et on va voir comment résoudre une inéquation. L'idée sera aussi de faire ce qu'on appelle des tableaux de signes. Ça viendra beaucoup plus tard dans le chapitre. Du coup, par rapport à ce que vous êtes censé savoir, c'est évidemment tout ce qu'on a appris déjà sur les fonctions, donc les ensembles de nombres, les intervalles de nombres, tout le vocabulaire, évidemment. Vous devez connaître la définition d'une fonction affine, qu'on va revoir tout de suite. Et puis ensuite, puisqu'on a parlé de représentation graphique, vous devez évidemment savoir placer des points dans un repère, savoir lire des coordonnées. Et comme on a parlé de variation, il va falloir connaître la définition d'une fonction croissante ou décroissante sur un intervalle. Donc toutes ces choses-là, si ça ne vous parle plus, je vous invite vraiment à relire les chapitres 1 et les chapitres 2 pour retravailler tout ça. Donc on va passer hop, ici dans votre cours. Alors on a donc la définition d'une fonction affine. Donc parmi toutes les fonctions qui existent, les fonctions affines sont celles qui s'écrivent sous cette forme-là. F de x égale m fois x plus p. Donc si vous arrivez à trouver deux nombres réels m et p tels que pour tous les réels x, cette expression-là est vraie, alors on dit que la fonction est une fonction affine. Puisque cette fonction-là, cette expression-là est valable pour tous les réels x, alors forcément l'ensemble de définition, c'est R tout entier. En gros, on peut faire ce calcul-là pour tous les réels. Voilà. Peu importe le réel, 0, pi, moins racine de 2, 172 428,32, peu importe, je peux toujours faire cette expression-là. Voilà, donc c'est tout simplement ça, une fonction affine, c'est un nombre fois x plus p. Alors vous avez un exemple juste en dessous. Pour chaque fonction, dire pourquoi il s'agit d'une fonction affine, on va les faire l'une après les autres. Il suffit à chaque fois en fait, d'utiliser la définition. Donc on va dire que A s'écrit sous la forme A de x égale mx plus p. Donc A s'écrit sous la forme A de x égale mx plus p. Et donc le but, c'est de dire que vaut m et que vaut p. Donc si vous voyez bien, m, c'est un nombre réel par lequel je multiplie x. Donc c'est un coefficient par lequel on multiplie x. Ici, le nombre qu'on multiplie par x, c'est le nombre moins 5. Donc ça veut dire que m égale moins 5. Donc avec m égale moins 5, et p, c'est le nombre qui vient après, c'est-à-dire 7. Voilà. Donc on a bien cette forme-là, qui est la forme d'une fonction affine. M et P sont deux réels. Donc du coup, A, c'est bien une fonction affine. Alors, donc, je vais conclure d'ailleurs. Donc A est une fonction affine. Alors je vais insister quand même sur un point bien particulier, je vais l'écrire juste après. C'est que M et P sont des réels. D'accord ? Donc M et P sont des réels. Sous-entendu, ils sont indépendants de la variable. Ici, la variable s'appelle x. D'accord ? Ils sont indépendants de la variable x. Donc vous ne pouvez pas avoir la variable ici en m et en p. Donc
Donc ça, c'est un bon point à retenir. Comme ça, vous êtes sûr que si vous mettez un x quelque part ici ou là, vous êtes sûr que c'est faux. Alors la fonction b. On voit que la fonction b, l'expression est un peu plus complexe. Donc il faut d'abord transformer cette expression-là. Donc on va dire que b de x, c'est moins 2 fois x plus 6. Et donc si je développe, ça fait moins 2 fois x plus moins 2 fois 6. Donc ça fait moins 2x plus moins 12. Donc je peux écrire directement moins 2x moins 12. Donc cette fonction-là, c'est aussi une fonction affine. Donc la fonction b s'écrit sous la forme b de x égale mx plus p. Avec cette fois-ci, m égale moins 2. D'accord, c'est le moins 2 qui est là. C'est le nombre par lequel on multiplie x. Et p égale moins 12. Voilà. Puisqu'on a ici plus moins 12. Donc même si ici j'écris moins 2x moins 12, rappelez-vous que moins 2x moins 12 c'est pareil que moins 2x plus moins 12. C'est pour ça que ici vous avez le nombre m, c'est le coefficient devant x, ça c'est m, et le moins 12, c'est le nombre qui est ici. Ok, la c, c'est le même principe, donc si vous voulez, vous pouvez mettre la vidéo en pause et essayer de faire la fonction c tout seul. Mais donc le c, c'est la même idée. 3 facteurs de moins 2 plus x. On développe. Ça fait 3 fois moins 2 plus 3 fois x. Donc on trouve moins 6 plus x. Donc la fonction c s'écrit sous la forme là encore, c de x égale mx plus p. Et on précise avec m égale quelque chose et p égale quelque chose. Ici, je vous rappelle, dans tous les cas, m, c'est le nombre par lequel on multiplie x. Ici, vous avez x tout seul. Donc, je vous rappelle, quand vous avez x tout seul, c'est pareil que c'est comme si c'était une fois x. Donc, du coup, on a m égale 1 et p égale moins 6. Donc, c est bien une fonction affine. J'ai oublié de l'écrire pour la fonction b, donc je vais l'écrire aussi. Ici, on n'oublie pas de conclure, donc b est une fonction affine. Voilà. On passe au dernier, d de x. Alors, d de x, c'est égal à 9x moins 6 divisé par 3. Alors ici, on a une fraction, on a le droit d'écrire que c'est égal à 9x divisé par 3, moins 6 divisé par 3. Ce qui nous donne ici, quand je simplifie par 3, ça fait 3x moins 2. Et on retrouve l'expression d'une fonction affine. Donc d s'écrit sous la forme d de x égale mx plus p, avec m égale 3 et p égale moins 2. D'accord, on a m, le nombre par lequel je multiplie x, c'est 3, le nombre d'à côté, c'est moins 2, donc m égale 3 et p égale moins 2. Donc d est une fonction affine. Voilà, donc ça normalement ce n'est que du rappel, hein. Ce sont des choses que vous devez savoir déjà faire, il faut être capable de repérer quand je vous donne l'expression d'une fonction,
il faut être capable de repérer si c'est une fonction affine ou pas. Soit parce que l'expression est simple, comme ici, 3x-2, soit après avoir fait un petit peu de travail dessus, vous êtes capable de développer, et donc vous êtes capable d'arriver à l'expression d'une fonction affine. C'est pour ça qu'il faut absolument être capable de faire des calculs avec les fractions, avec les puissances, ce genre de choses. Bon, donc, maintenant qu'on sait retrouver une fonction affine, voyons voir ce qu'elles ont de particulier. Pourquoi est-ce qu'on parle des fonctions affines en particulier? Donc, on commence cette première partie du cours, on va regarder ce que c'est que le taux d'accroissement. Le taux d'accroissement, c'est valable pour n'importe quelle fonction. On ne parle pas forcément du taux d'accroissement pour une fonction affine, c'est valable pour tout type de fonction. Donc, il existe pour toutes les fonctions. Alors, le taux d'accroissement, c'est juste une définition qu'il faut connaître par cœur. Alors, quelle est l'idée? Donc l'idée, c'est si je prends la courbe représentative d'une fonction. Donc je vais tracer un repère. Bon, vous avez une règle, vous essayez de tracer mieux que ça. Imaginons que je vais prendre une fonction qui est toujours croissante, qui va faire comme ça. Hop. Donc cette fonction-là, elle est croissante. Voilà, je vais l'appeler, je vais dire que ça c'est la courbe de f. Donc f est croissante, et puis on va dire qu'elle est croissante sur R. Bon, des fonctions croissantes, il y en a plein, on aurait pu en dessiner de tas de types différents. Ce qui m'intéresse dans une fonction croissante, c'est de me dire, bon, ok, elle est croissante, mais ce que je veux savoir, c'est à quelle vitesse, entre guillemets, est-ce que la courbe ici va monter? À quelle vitesse la croissance se fait? Pour ça, on va regarder, on va prendre 2 points. Alors, je vais utiliser les carreaux. Tiens, je vais prendre A ici et B ici. Donc, je prends 2 points. Là, ici, par exemple, espacés de 2 carreaux. Et je vais comparer leurs images. Donc, l'image de A, ici, c'est celle-ci, f de A. Et l'image de B, c'est celle-ci, f de B. Voilà. Donc, ici, je peux relier ces 2 points par une droite. Voilà. Et j'obtiens donc un certain nombre. Je me dis, quand je me déplace ici en abscisse de 2 carreaux, là en ordonnée, je me suis déplacé de à peu près 0,5 carreaux. Maintenant, si on regarde ce qui se passe ici, là aussi je prends 2 carreaux, je vais l'appeler C et D. Alors l'image de C, puisqu'on est pile sur l'axe des abscisses, ça va être 0, donc là c'est l'image de C. Et l'image de D, c'est ici, hop, F de D. Et là, on voit que je me déplace aussi de 2 carreaux en abscisse. D'accord, donc là, j'ai 2 carreaux. Là, j'ai 2 carreaux. Et pourtant, en ordonnée, ici, je me suis déplacé de 3 carreaux. Donc ici, on avait 0,5 carreaux. Et là, on a 3 carreaux. Pourtant, je me suis déplacé de 2 aussi en abscisse, aussi bien là que là. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement que là, la courbe, elle monte, la fonction est croissante, mais elle monte tout doucement, entre guillemets, alors que là, elle va monter beaucoup plus vite. Alors comment est-ce qu'on peut exprimer ça par un calcul? C'est justement le taux d'accroissement. Ce taux d'accroissement, c'est cette formule-là qu'il faut connaître. F de A moins F de B divisé par A moins B. La formule à côté, elle est juste aussi. Quelle est la différence entre les deux? C'est que vous voyez que là, j'ai commencé par A et ici j'ai mis B. En dessous, j'ai commencé par A et ici j'ai mis B. Là, j'ai fait le contraire. J'ai commencé par B et après j'ai mis A. Et donc du coup, en dessous, j'ai commencé par B et ici j'ai mis A. Donc, vous écrivez les lettres dans l'ordre que vous voulez, mais il faut que ce soit le même ordre en haut et en bas. Les deux formules sont vraies. Inutile de connaître les deux. Vous apprenez une des deux. Mais il faut savoir que évidemment, ça marche dans les deux sens. Bon, c'est grâce à cette formule-là qu'on peut savoir si la fonction va monter, va être croissante plus ou moins vite, grâce au taux d'accroissement. Plus le taux d'accroissement est élevé, et plus ça veut dire que la fonction monte. Et à l'inverse, plus une fonction est croissante, elle va vite croître, et plus son taux d'accroissement va être élevé. Voilà. Alors on va regarder un exemple, et d'ailleurs je me rends compte que l'exemple qui est ici, il devrait être là.
D'accord? C'est l'exemple qui vient après la définition. Cet exemple-là, c'est pas un exemple de la propriété, c'est un exemple de la définition. Donc on va faire l'exemple. Donc le but, vous avez une fonction f définie sur R par f de x égale moins 2x au carré plus 3x moins 4. Et on veut calculer le taux d'accroissement de f entre moins 3 et 1/5. Donc j'applique tout simplement la formule. Le nombre a, c'est le premier nombre qu'on me donne, et le nombre b, c'est le deuxième nombre qu'on me donne. Donc si j'applique la formule f de a moins f de b divisé par a moins b, ça fait f de moins 3 moins f de 1/5 divisé par moins 3 moins 1/5. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir calculer f de moins 3. Il va falloir calculer f de 1/5. Et il va falloir calculer moins 3 moins 1/5. Alors ça, vous savez faire, il suffit de mettre au même dénominateur. Et pour calculer f de moins 3 et f de 1/5, il suffit de remplacer dans l'expression de f ici, il suffit de remplacer x par moins 3, et puis ensuite de remplacer x par 1/5. Voilà. Je vous propose de mettre la vidéo sur pause et de prendre 5 minutes pour faire ces calculs-là, et je vous donne la correction juste après. Alors, on va corriger le calcul, donc f de x, hop, si je réussis à l'entourer, voilà, c'est ça. Donc quand je veux calculer f de moins 3, je remplace x par moins 3 de mon expression. Alors il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention, mais la première des choses à laquelle il faut faire attention, c'est bien mettre, à chaque fois que vous avez x, il faut bien mettre x entre parenthèses, parce que x est égal à moins 3. Donc j'ai moins 2 fois moins 3 au carré, plus 3 fois, ici 3 fois x, donc 3 fois moins 3, moins 4. On fait le calcul, moins 3, le tout au carré, donc on fait bien attention, quand vous avez un nombre négatif au carré, ça vous donne un nombre positif, puisque c'est un nombre réel, que les nombres réels au carré sont toujours positifs, donc moins 3 au carré, c'est moins 3 fois moins 3, ça fait donc 9. 3 fois moins 3, ça fait moins 9, et enfin moins 4. Moins 2 fois 9, ça fait moins 18, plus moins 9, moins 4, et là, il suffit de faire le calcul. Moins 18, moins 9, ça vous fait moins 27, moins 27, moins 4, on trouve moins 31. Voilà, donc l'image de moins 3, c'est moins 31. Donc ici, on va pouvoir remplacer avec moins 31. Je fais la même chose avec 1/5. f de 1/5, c'est moins 2 fois, donc on a ici moins 2x au carré, donc c'est moins 2 fois 1/5 au carré, plus 3 fois, ici, 3 fois x, donc 3 fois 1/5, moins 4. On fait le calcul. Moins 2 fois 1/5 au carré, c'est 1/5 fois 1/5, ça fait 1 sur 25. 3 fois 1/5, ça fait 3 sur 5, et moins 4. Hein. Il va falloir tout mettre au même dénominateur. Ici, on voit que le dénominateur commun, ça va être 25. La première fraction ici, moins 2 fois 1, ça fait moins 2, donc on a moins 2 sur 25. Et ici, je veux tout mettre sur 25, ça veut dire que je vais devoir multiplier par 5 sur 5. Puisque ici, c'est 5 fois 5 qui fait 25, et si je multiplie par 5 au dénominateur, je multiplie par 5 au numérateur. Donc ça me donne plus 15 sur 25, et enfin, moins, donc 4, si je dois tout mettre sur 25, je multiplie par 25, 4 fois 25, ça fait 100. C'est 100 divisé par 25 qui est égal à 4. Donc maintenant je peux faire le calcul, 15 moins 100 ça fait moins 85, moins 85 moins 2, on arrive à moins 87 sur 25. Bien, donc j'ai calculé f de moins 3, j'ai calculé f de 1/5, il faut maintenant calculer la différence entre les deux.
Donc, la différence entre les deux, f de moins 3 moins f de 1/5, ça fait donc, d'après ce qu'on a calculé, moins 31 moins 87 sur 25. Donc il faut que je mette tout sur 25, donc il va falloir que je multiplie par 25, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse moins 31 sur 25, et ici j'ai 1 fois 25. Alors le moins avec le moins dans la fraction, ça me donne plus 87 sur 25. Si vous prenez une calculatrice 31 fois 25, vous faites le calcul, vous allez trouver 775. Vous n'oubliez pas le moins. Donc ça fait moins 775 plus 87, et tout ça divisé par 25. Et enfin, vous faites le calcul et vous trouvez moins 688 sur 25. Donc ça fait moins 688 sur 25. Voilà, alors ces calculs-là peuvent vous paraître un peu compliqués, mais il n'y a rien de compliqué, c'est juste du calcul sur les puissances, du calcul sur les fractions, et là encore du calcul sur les fractions. Vous devez être capable, maintenant en seconde à cette période de l'année, vous devriez être capable de faire ces calculs-là sans problème. Il faut y aller étape par étape, je ne vous demande pas de tout faire d'un coup et de tête, vous faites étape par étape, vous faites attention aux erreurs de signes, vous faites attention à ne pas faire n'importe quoi quand vous mettez au même dénominateur, mais normalement, ici, vous devriez être capable de faire tous ces calculs par vous-même. Donc, si vous avez mis sur pause la vidéo tout à l'heure, vérifiez les calculs que vous avez faits, regardez là où vous avez pu faire des erreurs. Si vous n'avez pas trouvé ça, c'est sans doute que vous avez oublié une parenthèse, sans doute que vous êtes trompé dans un signe, peut-être que vous avez fait un calcul de tête, vous l'avez mal fait, bon, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, reprenez vos calculs pour arriver à ces résultats-là. Et enfin, si je fais moins 3 moins 1/5, donc là on a calculé le numérateur. Ici au numérateur, donc on peut dire que ici c'est égal à moins 688 sur 25. Alors le dénominateur va être beaucoup plus facile à calculer. Normalement, vous avez dû réussir à le faire tout seul. Là, il suffit de tout mettre sur 5. Donc ça fait moins 3 fois 5 sur 5, moins 1 sur 5. Et vous obtenez moins 15 sur 5, moins 1 sur 5. Et vous arrivez donc à moins 16 sur 5. Donc au dénominateur, on a moins 16 sur 5. Voilà. Alors, je vais continuer le calcul ici. Alors, non, je vais quand même écrire une petite étape ici, c'est que là on a une division de fraction, donc on a moins 688 sur 25, divisé par cette fraction-là. Vous savez que diviser par une fraction, c'est pareil que multiplier par l'inverse. Donc je multiplie par 5 sur moins 16. D'accord? Donc j'inverse ici les deux fractions. J'ai changé de page pour avoir un peu plus de place pour écrire. Donc je disais, si je veux faire ce calcul-là, bon, déjà on sait que c'est moins 688 fois 5 divisé par 25 fois moins 16. D'accord? Pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs, on multiplie les dénominateurs. Bien. Ensuite, ici on va pas faire les calculs d'abord, puis simplifier ensuite. Je vous rappelle que quand vous avez une multiplication, vous pouvez d'abord simplifier les calculs. Donc 25, on peut écrire que c'est 5 fois 5. Le 16, il va pas bouger. Et vous voyez que le moins, je ne vais plus l'écrire, puisque vous avez un moins au numérateur et un moins au dénominateur, donc les deux moins vont se simplifier, et ça va me donner un nombre positif. Donc je vais juste écrire 5 fois 5 fois 16, et 688, il se trouve que si vous prenez votre calculatrice, 688 c'est 43 fois 16. D'accord? Donc comment vous le savez? À la calculatrice, vous faites 688 divisé par 16, et ça vous donnera 43. Voilà. Donc, je peux maintenant simplifier par 16, je peux simplifier par 5, et le 43 sur 5 ici, je ne peux plus le simplifier. Donc j'obtiens mon résultat final, qui est 43 sur 5. Donc le taux d'accroissement entre moins 3 et 1/5 est égal à 43 sur 5. Donc ce taux d'accroissement-là, il est positif.
Ce qui veut dire que je sais pas trop ce qui se passe pour ma fonction, mais ce que je sais, c'est que entre le point d'abscisse moins 3, le point de la courbe de f d'abscisse moins 3 et le point d'abscisse 1/5, le taux d'accroissement est positif. Ça veut dire que entre moins 3 et 1/5, globalement, j'ai ici un premier point, ici un deuxième point. Globalement, ça va augmenter, d'accord ? Et l'augmentation va être égale à 43/5. Alors, où est-ce que je peux lire ce 43/5? En fait, on le lit, c'est un changement qui a lieu pour chaque unité. D'accord? Donc là, j'ai moins 2, moins 1, 0. Alors, hop, du coup, si le 0 ici et que le 1 est là, mon 1/5 est mal placé. Je vais le mettre plus proche du 0. Voilà, le 1/5 est ici. Voilà. Donc, où est-ce que je lis le 43/5? Ça se lit tout simplement, c'est si je me déplace de 1, si je me déplace de une unité, ici, je me suis déplacé de 43/5. Voilà, donc le taux d'accroissement, c'est la variation de ma fonction lorsque je me déplace de une unité. Bah, ici, j'augmente de 43/5. Voilà. C'est à ça que correspond le taux d'accroissement entre moins 3 et 1/5. Donc si je continue comme ça va continuer à chaque fois. Pour chaque unité, ça augmente de 43/5. Okay. Alors, je répète, je ne sais pas ce qui se passe pour la fonction. Ça ne veut pas dire que la fonction est croissante. Peut-être que la courbe de ma fonction, elle fait un truc comme ça. Voilà. Mais ce que je sais, c'est que globalement, entre ce point-là et ce point-là, il y a eu une augmentation. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour les fonctions affines? Parce que c'est vraiment ça qui nous intéresse, ce sont les fonctions affines. Eh bien, ce qui se passe, c'est ce qu'il y a écrit ici, c'est que quand vous avez une fonction affine, si f est une fonction affine, alors forcément, le taux d'accroissement est constant. Et réciproquement, si le taux d'accroissement est constant, si vous avez une fonction telle que le taux d'accroissement est constant, alors la fonction est affine. Je rajoute un résultat qui serait bien que vous notiez, c'est que si le taux d'accroissement n'est pas constant, f de a moins f de b sur a moins b n'est pas constant, alors, donc, si f de a moins f de b sur a moins b n'est pas constant, alors f n'est pas affine. D'accord? Puisqu'on a dit, si f est une fonction affine, le taux d'accroissement est constant. Donc si on trouve un taux d'accroissement qui n'est pas constant, forcément la fonction f n'est pas affine. On va regarder l'exemple qui est là. C'est le même principe que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, je considère une fonction affine. On va faire la même chose. Je veux calculer le taux d'accroissement entre moins 2 et 5. Donc si je veux calculer le taux d'accroissement entre moins 2 et 5, je calcule f de moins 2 moins f de 5 divisé par moins 2 moins 5. Alors ici, d'ailleurs, dans votre cours, vous avez les propriétés qui sont au-dessus de cette remarque-là. Vous pouvez les lire, lisez-les en détail. Vous avez les propriétés qui sont énoncées dans les deux sens. Et vous avez la démonstration de la propriété dans un sens. Je ne vais pas en parler ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment uniquement cet exemple-là. Et ce qui m'intéresse que vous reteniez, c'est vraiment ça. C'est cette propriété-là qu'il faut absolument retenir. Et puis là, ce que je viens de vous faire ajouter ici. Donc, si je fais le calcul, f de moins 2 moins f de 5 sur 2 moins 2 moins 5. Là, même chose, faites une pause sur la vidéo et essayez de faire le calcul tout seul. Il faut le faire étape par étape. Je calcule d'abord f de moins 2, c'est-à-dire que je remplace x par moins 2. Donc ça fait 3 fois moins 2 plus 2, moins f de 5. Alors f de 5, c'est égal à quoi? Donc ça, c'est f de moins 2, et f de 5, c'est égal à 3 fois 5, plus 2. Je divise par moins 2 moins 5, qui fait moins 7. Bien, je fais le calcul. 3 fois moins 2, ça fait moins 6, plus 2. Les parenthèses, je les enlève, elles servent à rien. Par contre, ici, la parenthèse, il y a un moins devant, donc je pense à écrire moins 15, parce que 3 fois 5, ça fait 15, et moins 2.
Je divise par moins 7. Quand vous faites ce calcul, moins 6 plus 2, moins 15, moins 2, vous allez trouver moins 21 sur moins 7. Et moins 21 divisé par moins 7, ça fait 3, et c'est exactement ce que l'énoncé nous demandait de trouver. Donc ici, pour la question 1a, le taux d'accroissement entre moins 2 et 5 est égal à 3. Pour la question 1b, on vous demande de vérifier que le taux d'accroissement entre deux réels quelconques distincts a et b est toujours égal à 3. Alors, cette fois-ci, je ne peux pas faire le calcul en prenant des nombres particuliers. Il faut que je prenne a et b quelconques. Donc je vais avoir f de a moins f de b, et je vais diviser par a moins b. Alors, f de a, je remplace x par a, ça fait 3 fois a, plus 2. Moins f de b, on pense aux parenthèses, je remplace x par b, 3 fois b, plus 2. Et je divise par a moins b. Je ne peux pas faire des calculs, mais je peux réduire l'expression ici, j'ai un moins devant la parenthèse, je peux donc 3a plus 2, je n'y touche pas, ça fait 3a plus 2, et le moins, comme j'ai un moins devant la parenthèse, ça fait moins 3b, moins 2. Je divise par a moins b. Ici, ce qu'on remarque, c'est qu'on a un plus 2 qui va se simplifier avec le moins 2 qui est là. Donc, on va obtenir, j'écris à côté parce que j'ai plus trop de place, mais vous écrivez en dessous, hein. Je vais obtenir 3a moins 3b sur a moins b égale. On remarque maintenant, deuxième chose, c'est que j'ai le nombre 3 ici, qui est un facteur commun. J'ai 3 fois a moins 3 fois b. Je peux donc mettre le nombre 3 en facteur, tout seul devant la parenthèse, et qu'est-ce qui reste? Il reste a moins b. Donc c'est 3 facteurs de a moins b, et je divise par a moins b. Et pour finir, je peux simplifier par a moins b, donc je peux simplifier ici par a moins b au numérateur et au dénominateur, ce qui veut dire qu'il me reste 3 tout seul. Et on retrouve exactement la même chose que tout à l'heure. Alors ça vient d'où? Ça vient justement de cette propriété-là. Si f est une fonction affine, alors forcément, le taux d'accroissement est constant. Et d'où il vient ce 3? En fait, il vient d'ici. Il vient du coefficient m. Donc en fait, pour une fonction affine, le 3 ici, c'est m. Tout le temps. Donc ça, c'est ce qui est écrit dans la propriété précédente dans votre cours. On vous dit que si f est une fonction affine, alors le taux d'accroissement est constant. Mais non seulement il est constant, mais en plus, on sait déjà qu'il est égal à 3. D'accord ? Ça veut dire que si je prends un exemple complètement au hasard, si je prends une fonction h, que je vous dis que h de x est une fonction affine qui est égale à moins 5x plus 6, que je vous demande de calculer le taux d'accroissement de cette fonction h, et bien forcément, vous allez trouver moins 5. Faites le calcul, essayez de le faire. Je ne vais pas le corriger dans cette vidéo. Faites h de a moins h de b divisé par a moins b. Faites le calcul, ça va se passer exactement de la même façon, il va y avoir les mêmes simplifications, et vous allez voir qu'à la fin, vous devriez trouver moins 5. Parce que quand une fonction est affine, alors forcément son taux d'accroissement est constant, et il est égal au coefficient qui est ici. Bien, deuxième exemple. Soit j'ai une fonction définie sur R telle que tout ceci. Donc là, on connaît l'image de moins 3, on sait que c'est égal à 5. L'image de 0, on sait que c'est égal à 2. Et l'image de 4, on sait que c'est égal à moins 1. Et on vous dit cette fonction-là peut-elle être affine? C'est-à-dire que si ces nombres-là... Est-ce qu'il existe une fonction affine? En gros, c'est ça, hein, c'est est-ce qu'il existe une fonction affine telle que g de moins 3 égale 5, g de 0 égale 2, et g de 4 égale moins 1. D'accord? C'est une autre façon de poser cette question-là. Hein. C'est est-ce qu'il existe
une fonction affine g telle que ça. Voilà. C'est la question qu'on se pose. Pour ça, on utilise la propriété qui est ici, qui dit que pour savoir si on peut avoir une fonction affine ou pas, on calcule les taux d'accroissement. Si le taux d'accroissement est constant, alors il y a de fortes chances que ce soit une fonction affine. Si le taux d'accroissement n'est pas constant, c'est pas une fonction affine. Sachant que ici, on ne connaît que 3 nombres. De toute façon, c'est difficile de conclure que c'est une fonction affine. Mais on peut conclure que c'est possible. Ou bien on peut conclure que, quoi qu'il arrive, c'est pas possible. On va le faire tout de suite. Ici, je vais d'abord calculer le taux d'accroissement pour ces deux nombres-là. Donc je vais faire g de moins 3. J'utilise toujours la même formule. G de moins 3 moins g de 0 sur moins 3 moins 0. Ok, donc je regarde les valeurs en x. D'accord. Ça correspond à mon nombre A. Ça correspond à mon nombre B. Ça, c'est l'image de A. Ça, c'est l'image de B. Donc je fais les calculs, g de A moins g de B sur A moins B. Donc ici, je sais que g de moins 3 est égal à 5, je sais que g de 0 est égal à 2, et je divise par moins 3 moins 0. J'obtiens 3 divisé par moins 3, ce qui fait moins 1. Je vais faire la même chose ici. Donc je vais écrire g de 0 moins g de 4, je vais diviser par 0 moins 4, et je fais le calcul. G de 0, ça fait 2. G de 4, ça fait moins 1. Donc je fais 2 moins moins 1, divisé par 0 moins 4. Ça fait 2 plus 1, ça fait 3, divisé par moins 4. Et donc cette fois-ci, on trouve moins 3 quarts, qui n'est pas égal à moins 1. Ça, ce n'est pas égal à moins 1. Donc je peux conclure, le taux d'accroissement n'est pas constant. Le taux d'accroissement n'est pas constant. Donc ce n'est pas une fonction affine. Voilà. Et en fait, je peux même écrire à la place de ce n'est pas. Je vais mettre g n'est pas une fonction affine, puisqu'on parlait de la fonction g. Donc je vais directement écrire g n'est pas une fonction affine. Voilà. Donc essentiellement, c'est pour ça qu'on va utiliser le taux d'accroissement en seconde. C'est une façon de tester la vitesse de variation d'une fonction, sauf qu'à aucun moment en seconde on va parler de vitesse de variation. On va juste regarder est-ce que ce taux d'accroissement est constant, oui ou non. S'il n'est pas constant, ce n'est pas une fonction affine. Et s'il est constant, ça peut éventuellement être une fonction affine. Et dans l'autre sens, si une fonction est une fonction affine, alors forcément je sais que son coefficient est constant. Voilà. Donc on va s'arrêter pour cette première vidéo. C'est une partie vraiment nouvelle en seconde. Donc en troisième, vous avez appris ce que c'était que les fonctions affines. Là, vous apprenez qu'est-ce que c'est qu'un taux d'accroissement. Donc le taux d'accroissement pour toutes les fonctions, c'est ce nombre-là. Voilà, donc ça, il faut l'apprendre par cœur. Il n'y a pas d'autre solution que d'apprendre par cœur cette formule-là. Donc ça, c'est le taux d'accroissement qui existe pour toutes les fonctions. Et ce qu'il faut retenir, essentiellement, c'est vraiment ce cadre jaune, et puis ce que je vous ai fait rajouter ici, c'est-à-dire qu'une fonction f est affine si et seulement si le coefficient est constant. Ce taux d'accroissement est constant. Ce qui veut dire que si une fonction affine, le coefficient est constant, et si le coefficient n'est pas constant, si ce taux d'accroissement n'est pas constant, alors la fonction f n'est pas affine. Voilà, donc vous apprenez bien ça par cœur, et quand on se revoit en cours, on va pouvoir faire des exercices sur ce thème-là. Voilà, donc merci. Voilà, donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez le temps de refaire les exemples, prenez le temps de relire votre cours avant de passer à la partie suivante et au cours et à la vidéo d'après. Voilà, à très bientôt et bon courage.